Rebonjour à vous tous, et les amis les fidèles de l'émission, et puis ceux qui découvrent ce soir pour la première fois. C'est le 3e mardi de chaque mois, en direct depuis les studios de Fadjet, une heure avec un invité qui fait la une des journaux ou un invité complètement inconnu du grand public, mais qu'importe, ils ont tous, femmes et hommes, de ce point commun qui fait que Fabienne, la productrice de l'émission, les choisit. C'est des gens qui sont passionnés. Ils ont des convictions politiques, religieuses, humaines, pas tous les mêmes, mais tous ils les ont et très simplement, humblement, mais avec passion, ils savent nous les partager dans leur histoire d'enfance, leur histoire d'adulte. Et aujourd'hui, c'est Raphaël Pitti, mon invité, mais il y aura en fin d'émission 2 jeunes qui sont déjà dans le studio, qui écoutent avec déjà attention, Roméo et Bérénice. Bonjour à vous deux. Eh bien, c'est vous qui aurez la parole. L'avant-dernier mot, on donnera à Raphaël Pitti le dernier mot. Et merci à Jean-Luc de réaliser l'émission. Merci Raphaël Pitti d'être dans notre studio. Comment est-ce que vous aimez être présenté ? Aujourd'hui, ce serait médecin humanitaire. Ça me va bien. C'est souvent une question qu'on me pose, même très souvent, du fait de mes titres. Mais médecin humanitaire, ça me correspond très bien maintenant. C'est depuis que vous êtes tout gosse que vous avez cette idée-là ? Depuis l'âge de 15 ans. Un jour, dans la rue à Oran, où je suis né, un camarade me disait, c'était au mois d'octobre, je sais exactement l'endroit où, qu'est-ce que tu feras plus tard ? Je lui ai répondu, je serai médecin. C'est venu spontanément. Et c'est devenu ensuite une obsession pour moi. Il fallait absolument que je sois médecin. C'était devenu vraiment quelque chose qui m'apportait et qui me porte encore. D'une famille de médecins ? Pas du tout. Alors, Oran, on commence par le début. Vous êtes né là-bas. Votre histoire, les 10 premières années, ce qui vous a marqué dans votre histoire ? Votre famille, vos amis, la vie à Oran. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de votre histoire de gosse ? Alors d'abord, nous sommes une famille d'origine italienne et mon grand-père en 1929 a quitté l'Italie parce qu'il y avait les lois mussoliniennes qui arrivaient, etc. Et donc en 1929, c'était en même temps la crise économique. Et donc il voulait venir en France, mais c'était compliqué. Il voulait aller aux États-Unis, mais il n'y avait pas de visa. Et donc il a choisi d'aller en Tunisie, parce qu'il y avait une grosse communauté italienne là-bas. Et donc, mon père était enfant, donc ma famille, l'ensemble de ma famille s'est développé plutôt à Tunis. Et moi, je suis né à Oran pour des raisons d'ordre familial, qui fait que mon père a préféré quitter, pour protéger sa famille, a préféré quitter la Tunisie pour aller à Oran, et c'est là que je suis né. Et donc, il faut me voir un peu comme un immigré. Une grande famille ? Quand vous êtes arrivé, vous étiez le premier, l'aîné, le petit dernier ? Alors, j'étais le dernier, pour le bonheur de mon père, puisque j'étais un garçon, et qu'avant moi, il y avait 3 filles. Et elles étaient toutes nées en Tunisie, comme ma mère d'ailleurs, qui était née aussi à Tunis, et j'étais le seul à être né à Oran. Qu'est-ce qui vous a marqué de votre papa et de votre maman ? Comment vous pourriez parler d'eux, et y compris avec ce regard d'enfant ? Alors, justement, c'est que nous étions en quelque part des étrangers à Oran. Nous n'étions pas... La famille paternelle et maternelle était en Tunisie. Nous étions... j'ai toujours ressenti cela, comme si nous étions étrangers en Algérie, etc. Comme une souffrance ? Oh non, pas du tout. Pas comme une souffrance, mais quelque chose qui nous mettait un peu en dehors, en quelque sorte. Et de surcroît, j'étais dans un milieu modeste, bien évidemment. Et ma mère était une femme très occupée, qui avait beaucoup souffert pour des tas de raisons psychologiques, etc. Mon père travaillait énormément pour nous faire vivre correctement, et vraiment, il se donnait à fond pour sa famille. Et cela fait que j'étais le dernier et très solitaire. Très solitaire. Très, très solitaire. Le fait, parce que c'était 3 sœurs au départ ? C'était 3 sœurs au départ, et puis au même temps, elles étaient très occupées par elles-mêmes. J'avais pas ma place, véritablement. Ma mère était beaucoup plus proche de mes sœurs qu'elle ne l'était. Mon père était absent. Et donc, j'étais un enfant plutôt solitaire. Mais j'ai trouvé, maintenant, en tout cas après réflexion, que cette solitude a été vraiment très très importante pour me marquer. C'était pas une solitude de tristesse, mais c'était plutôt une solitude de force, au sens où j'ai dû chercher en moi-même les forces qui me permettaient justement de me dynamiser.
Les gens qui vous ont marqué, déjà, je reste dans les premières années, les gens qui vous ont marqué, il y a du côté des enseignants, ou du côté des amis des parents, ou du côté des gens du quartier, ou de la vie associative d'enfants, les gens qui vous ont marqué. Eh ben, c'est la paroisse dans laquelle j'étais, c'est la rue de la Bastille à Oran, c'est l'église du Saint-Esprit, place de la Bastille à Oran. J'y étais très enfant de cœur, très tôt, et même à l'âge de 7 ans, tous les matins, j'allais à l'église servir la messe. Tous les matins. Avant d'aller Tous les matins. Oui, avant d'aller à l'école. Aïe. Le père, j'habitais très près de l'église du Saint-Esprit, et donc le père me disait, si tu veux, demain matin, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux venir? Et donc, à 7h30, avant d'aller à l'école, qui était à 8h30, j'étais à la messe basse du matin, et donc j'assistais. Et puis, il y a eu vraiment, tout au long de ma vie, peut-être, le sentiment d'une vie qui était marquée par des rencontres. Par des gens, des rencontres, etc., qui ont fait ce que je suis. Toujours les premières rencontres d'enfants, hein, on reste un moment dans l'enfance, les premières rencontres d'enfants qui vous ont marqué. Eh ben, justement, c'était le père Combe à l'église là, et puis au même temps, c'était les scouts. Alors là aussi, c'est pareil, hein, j'étais donc très solitaire, je le dis. Et puis un jour, il y avait un groupe de scouts adolescents qui sont venus me chercher en me disant, tu veux pas être notre mascotte? Et mascotte, ça veut dire c'est pas chef, mascotte. Non, pas du tout. J'étais le plus petit. J'étais la mascotte du groupe. Et donc, ils m'emmenaient avec eux le week-end en sortie scout. Ils étaient vraiment. Encore aujourd'hui, je m'interroge. Pourquoi sont-ils venus me chercher? Et c'est encore une question que je me pose. Ils étaient adolescents. J'avais 7-8 ans. Et ils m'ont pris avec eux sous leur aile. Et quand nous partions, on faisait environ 9-10 kilomètres le samedi pour aller justement en camp. Et quand j'étais fatigué, ils avaient fait une sorte de petit traîneau. Ils y mettaient dedans la tente, ils y mettaient aussi les casseroles, patati, etc. qu'ils traînaient. Et quand j'étais fatigué, ils me mettaient dedans. Et ils me tiraient. Et l'école on voit la paroisse, on voit le scoutisme. L'école a été importante? Alors, l'école, j'en ai très peu de souvenirs, mais vous voyez un peu, mon père, il m'amène à l'école à la rentrée des classes, il arrive en retard, comme il était souvent en retard, et il m'abandonne dans la cour de l'école. Et moi, je découvre, je connaissais pas du tout, les enfants étaient déjà rentrés en classe, et je me retrouve tout seul dans la cour en train de pleurer pour savoir où est-ce que je vais aller. Mon père se dit, t'inquiète pas, on viendra te chercher, on saura t'amener dedans, t'amener dans une classe, exactement ce qui s'est passé. J'ai toujours été un élève plutôt tranquille, qui ne posait pas de problème. J'ai fait une scolarité tout à fait normale jusqu'à... Alors les années collège, on pousse un peu maintenant, les années collège, on passait à ce moment-là à Oran, quand vous étiez à Oran, on passait d'une école à une autre ou on restait dans la même école et collège? Alors on passait, et puis c'était au même temps la guerre d'Algérie. Alors ça a été au même temps un aspect très très particulier. D'abord nous avions quitté le centre-ville, la rue de la Bastille, parce il n'y avait pas de toilettes, les toilettes étaient dans le couloir, il n'y avait pas de salle de bain, on en était encore à la grosse bassine le samedi où on me lavait dedans, etc., et mes sœurs aussi. Et puis il y a eu, dans les années 60, les HLM. Et mes parents ont eu droit à un HLM, qui était vraiment quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on avait salle de bain, on avait chambre, etc., chacun avait la sienne, et donc c'était vraiment extraordinaire. Et c'était une très belle période pour moi, parce qu'au même temps, dans ces HLM, il y avait des jeux pour les enfants dans la cour du HLM. On pouvait avoir des jeux. Il suffisait d'aller voir le concierge qui nous donnait en même temps des jeux. On pouvait jouer, etc. C'était vraiment un luxe d'un seul coup que de passer, peut-être pas aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment un luxe que de passer de ces appartements du centre-ville qui étaient souvent des très vieilles bâtisses, etc. On passait au HLM, et HLM c'était... Alors, et moi, le mien du HLM s'appelait... C'était les Comtes de La Fontaine. Voilà. Oh. Et donc, c'était la cité de La Fontaine, Jean de La Fontaine.
Et donc, là, en même temps, ça a été la guerre d'Algérie. Alors, vous évoquez la guerre. Oui. Un enfant vit comment la guerre? Là, c'était les années 60, vous aviez une dizaine d'années? J'avais une dizaine d'années, c'était les années 60, et c'était une époque particulière pour nous les enfants. Là encore, ça a accentué un peu ma solitude, au sens où ma mère était très anxieuse, l'armée française intervenait, il y avait l'OAS, mon père était obligé de monter la garde. L'OAS, c'est l'organisation de l'armée secrète, c'est-à-dire pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas connu, est-ce que je me trompe en disant c'était ceux qui voulaient garder l'Algérie dans le giron de la France? C'est ça. Et vraiment, j'ai horreur de l'OAS parce qu'elle a complètement radicalisé les positions et en particulier la position des Français vis-à-vis, en même temps, des Algériens de l'époque, etc. Ils interdisaient aux Algériens de redescendre en ville. Ils pourchassaient les Algériens qui descendaient en ville et puis les tuaient, etc. C'était une période très difficile. Souvenir de gosse, là. Alors, les souvenirs de gosse avec, on pourrait dire, du terrorisme, non? Alors, c'était ça. Moi, j'ai le souvenir, je devais avoir 9 ans, j'étais au cinéma avec mes parents un dimanche, et puis, d'un seul coup, la salle était pleine, donc j'étais pas assis avec mes parents, j'étais sur un strapontin. On appelait ça les strapontins, les petites chaises pliantes qui étaient là. Et en bout de rangée. C'était en bout de rangée, hein. Exactement. Et donc, à un moment donné, on crie alerte à la bombe, évacuez. Alors, tout le monde se lève, panique, bien évidemment. Moi, je suis petit, je sais pas où sont mes parents, je suis bousculé de tous les côtés, etc. Ça, c'était un des premiers. Mais il y avait aussi les tirs, c'est-à-dire que l'OAS venait derrière la cité, tirer sur l'armée française, parce que c'était vraiment une guerre entre Français, tirés contre l'armée française, qui était dans un lycée à 1 kilomètre à peu près, à vol d'oiseau. L'armée française ripostait, sans tenir compte qu'il y avait un bâtiment avec des gens dedans. C'était un samedi après-midi, j'étais dans le bain, d'accord ? D'un seul coup, ça se met à tirer à la 12-7, c'était des gros fusils mitrailleurs. Bien évidemment, ma mère crie, je sors de la salle de bain, une serviette autour du corps, et on se retrouve tous couchés derrière le frigidaire, à la cuisine, tous couchés par terre, etc. Et puis, les balles de 12-7 passaient à l'intérieur de la cuisine et allaient de l'autre côté. Puis ensuite, on descendait quand ça arrivait et qu'on c'était un peu calme. On descendait dans la cave et on attendait que les combats cessent, etc. Donc, c'était ça. Puis Première rencontre avec des gens blessés, avec le sang, avec la mort? Avec la mort, oui. C'était aussi en hiver et c'était avec mon père et mon beau-frère. Nous étions sur la rue principale d'Oran, qu'on appelle la rue d'Arzeux. Il faisait nuit déjà, je m'en souviens très bien. D'un seul coup, tout le monde a crié un felaga, un arabe, etc. Les magasins ont tiré leurs rideaux de fer, les ont baissés immédiatement. Tout le monde ne savait pas où aller. Nous sommes restés sur le trottoir avec mon père et mon beau-frère. D'un seul coup, on a vu arriver un homme avec du monde qui lui courait derrière. Il y en avait d'autres qui arrivaient devant, donc ils l'ont encerclé. Il s'est retrouvé contre un rideau d'un magasin et il a eu quelque chose de l'ordre de l'atavisme animal. Il était tellement paniqué qu'il a commencé à vouloir monter au rideau du magasin qui n'avait que 2,50 m de haut, pas plus. Et quelqu'un est arrivé, lui a tiré une balle dans la tête, il est tombé, les autres ont continué à le frapper. Ça, vous étiez gamin, vous avez vu ça? J'étais enfant, oui, j'étais enfant. C'est un traumatisme. Il y a eu d'autres situations. C'était la première. C'était la première confrontation avec la mort, oui. Avec le terrorisme. C'était aussi une autre fois où j'étais un mercredi. C'était l'époque où nous avions le mercredi qui était un jour férié. Hein, on n'avait pas d'école. C'était le matin, 9h. J'avais eu comme cadeau à Noël des boules de pétanque en plastique de toutes les couleurs. Voilà. Et j'étais dans la cour donc de la cité Jean de La Fontaine en train de jouer avec des camarades avec ce jeu que j'avais eu. Et puis d'un seul coup, une voiture est arrivée. Il y avait le centre de la sécurité sociale qui était tout proche, tout neuf, le bâtiment aussi qui était neuf, et il y avait une queue d'Algériens qui attendaient pour pouvoir y pénétrer à l'intérieur. Le véhicule de l'OAS est passé, il les a mitraillés, les gens sont tombés, il y avait du sang partout, ça criait aussi. Ma mère est sortie, bien évidemment, comme toutes les mères, en train de me voir en bas dans la cour et crier pour me demander de rentrer, de venir, de ne pas attendre, etc. Mes camarades sont partis et je me suis retrouvé avec mes boules. Là, j'allais quand même pas les laisser, mes boules. C'était un cadeau de Noël. Oui, c'était un cadeau de Noël. Et il y avait les boules étaient dans une espèce de sac percé.
D'accord ? Et donc, chaque fois que j'essayais d'en mettre un, de mettre une boule, les autres tombaient au même temps. Et donc, j'ai cherché absolument, et ma mère était comme une folle, qui s'époumonait pour me dire de revenir et de rentrer. Ces horreurs du terrorisme, de la balle tirée en pleine tête, du sang, dans le cœur d'un gosse, le gosse que vous étiez, ça suscite de la haine, ça suscite de la révolte, ça suscite de la colère, de l'indifférence, un désir de fuite. Qu'est-ce que ça suscite dans votre cœur de gosse? Oui, et je pense que c'est vrai, puisque j'ai toujours été dans des zones de guerre. J'ai jamais arrêté toutes ces 30 dernières années. J'ai été toujours dans les zones de guerre. Je pense que l'enfant ne saisit pas ce qui se passe autour de lui, ne comprend pas ce qui se passe. Ce qu'il vit, c'est l'angoisse de ce que transmettent les parents, de ce que transmet la famille. La peur de maman, les cris de maman, c'est ça qui vous reste les beaucoup. cris, les angoisses quand mes sœurs ne rentraient pas, quand mon père arrivait en retard, elle était en permanence à la fenêtre, et qu'est-ce qui se passe, et où ils sont, etc. Tout ça fait une espèce d'ambiance dans laquelle on est plongé pendant cette période-là. Les difficultés qu'il y avait à se nourrir, à essayer d'avoir du pain, donc elle mettait des biscottes de côté quand on ne pouvait pas aller acheter du pain, etc. On était dans cette situation-là. Du mal à dormir. Non, maintenant oui. Non, mais là-bas, j'ai pas le je m'arrête un souvenir. moment sur ce moment de gosse et gosse et de préadolescent. Alors, j'ai pas le souvenir d'avoir des problèmes pour dormir. Quand nous étions, par exemple, dans la cave avec les autres enfants de l'immeuble, bien évidemment, on jouait. Et on était libres. Les adultes étaient tellement anxieux, etc., qu'ils nous laissaient tranquilles, au fond. Et nous avions plus de temps, puisque, au lieu d'aller se coucher, de manger, on était dans la cave. Et donc, au fond, on continuait à jouer. Fadjet, une radio associative, citoyenne et solidaire. C'est plus qu'une radio. 1 heure avec sur Fadjet, animé par le Père Guy. Voilà, il est né à Oran, et le petit dernier d'une famille de 4. Et puis, presque depuis le début de sa vie, il a connu les horreurs du terrorisme, de la guerre, du sang, de la mort. C'est Raphaël Pitti, mon invité à 1 heure avec. Vraiment, si vous n'avez pas écouté l'émission depuis le début, vous pouvez la réécouter dès le départ, parce que la manière qu'il a de parler de son enfance, de parler de cette situation de guerre, ce déménagement dans un HLM, la première fois où il y a une salle de bain et des toilettes dans la maison, et puis écouter cette histoire des boules offertes à Noël, et puis maman qui dit rentre. Voilà. C'est les 15 premières années de votre histoire, mais dès le début, vous nous avez comme donné la couleur, non seulement en disant comment vous aimez être présenté, Raphaël Pitti, mais médecin urgentiste, mais vous avez dit aussi, j'ai cette idée-là depuis l'âge de 15 ans. On est arrivé presque à cet âge-là. Est-ce que la situation de l'Algérie, à ce moment-là, avec des Français qui se battent contre des Français, avec le mépris à l'égard de la population algérienne, de certains d'entre eux, est-ce que c'est ça qui vous a donné le goût d'être médecin, ou est-ce que ça vient d'ailleurs, et médecin urgentiste? Alors, alors pour bien refixer dans la temporalité les choses, en 1962, j'ai connu, comme tous les pieds noirs, un vent de panique énorme, etc. Et donc, nous sommes partis, ma mère et mes sœurs, et pas mon père, puisque l'OAS interdisait aux hommes de partir, de quitter l'Algérie, puisqu'il y avait l'indépendance, la déclaration d'indépendance qui devait avoir lieu en juillet. Donc, en juin, nous sommes retrouvés des milliers sur le port d'Oran pour essayer de partir, de fuir, paniquer à l'idée que c'était fini, que les Arabes allaient se venger sur nous, etc. Et donc, j'ai fait l'expérience du réfugié. Nous étions, ma mère, mes sœurs et des valises, et avec des centaines et des centaines de personnes en train d'attendre pour pouvoir monter sur les bateaux et arriver à Marseille. Bien évidemment, d'abord, c'est un voyage en cale. Il y a énormément de monde, beaucoup de gens pleurent. Ils quittent pour la première fois. C'était extrêmement difficile d'aller aux toilettes, difficile de manger. Ma mère avait amené de quoi passer, faire ce voyage. On arrive à Marseille, c'est la Croix-Rouge qui vous attend, c'est la distribution des chocobéennes, de l'orangina, du sandwich, etc. Et on vous indique un endroit où vous devez aller vous héberger, voilà. Et puis après, c'était tous les jours
Ma mère n'avait plus de nouvelles de mon père et tous les jours, nous descendions au port de Marseille pour attendre si un bateau ramenait mon père, etc. On a fait ça pendant plus d'1 mois. Ma mère n'avait aucune nouvelle. Tous les jours. Et ma mère, pour nous contenter avec mes sœurs, s'arrêtait pour acheter des espèces des macarons. Elle aimait les macarons et il y avait sur le trajet, il y avait une boulangerie, elle achetait des macarons. Je n'aime pas les macarons, je n'aime pas les biscuits BN et je n'aime pas l'orangina avec sa forme si particulière du fait de cela. Et après, mon père a réussi, la Croix-Rouge a informé ma mère que mon père avait réussi à embarquer sur un bateau de commerce. Mon père est rentré. Il y a eu le massacre du 5 juillet à Oran, où beaucoup de Français ont été assassinés par les Algériens. Ils étaient seuls, sans famille, sans rien, dans les restaurants, etc. Il y a eu ce massacre du 5 juillet. Mon père a été arrêté 2 fois. Ce sont les forces du FLN qui l'ont délivré. Alors que c'était des groupes... FLN, c'est du côté algérien. Algérien, c'est oui. Des Algériens qui ont délivré votre papa. Absolument. Il avait été pris dans des voitures de gens qui assassinaient comme ça, qui prenaient des gens au hasard et qui les assassinaient. Et c'est à 2 barrages où le FLN a fait descendre mon père et il a pu retourner où nous habitions et il est resté terré là pendant un certain temps jusqu'à ce que la Croix-Rouge vienne taper à la porte pour savoir où il était. Est-ce que ça veut dire, pardon, Raphaël Pitti, est-ce que ça veut dire que déjà là vous faites l'expérience que la violence engendre la violence, la haine engendre la haine, et s'il y a de la haine d'un côté, il y a encore plus de haine, et c'est l'escalade de la haine ? Tout le temps. Et c'est vraiment. Et ça, c'est votre histoire de gosse, votre histoire d'adolescent. Oui, oui, absolument. C'est pas simplement, on va y revenir, ce que vous avez vécu à Gaza dernièrement, c'est pas simplement ce que vous avez vécu en Ukraine, c'est l'expérience humaine que se dire la haine engendre de la haine. Oui, absolument. Est-ce que, en parlant de cela, et que ma question ne soit pas trop orientée, c'est-à-dire que vous puissiez vraiment dire non, c'est pas ça. Est-ce que vous pourriez dire aussi que vous avez fait l'expérience que l'amour engendrait de l'amour ? Bien évidemment. Racontez-nous. À cette période-là, on voit ces périodes du FLN. Oui. C'est des gens qui défendent alors qu'ils sont algériens et qu'ils sont pour une Algérie algérienne, si j'ai bien compris, l'histoire dans laquelle vous êtes avec votre famille, et c'est eux qui vous sauvent la vie. Oui, qui sauvent la vie de mon père, bien évidemment. Et puis après cette espèce, d'espèce de catharsis, au fond, dans la mort de tuer, etc., tout est retombé immédiatement. Et quand mon père est rentré... Catharsis, ça veut dire, c'est un mot qui est gros pour nous, c'est comme une explosion. Comme une explosion. Voilà, une explosion de haine entre les communautés, etc. On s'entretue de manière brutale, etc. Très importante. Le 5 juillet a été vraiment une période de catharsis où les 2 communautés et bien évidemment l'armée française était dans ces quartiers. Et c'était les Algériens qui devaient assurer la protection des Français. Ils ont été débordés, bien évidemment. L'armée française est sortie de ses casernes pour aller protéger les Français qui étaient encore là présents. Et il y a eu cette catharsis. Et papa est revenu quand alors ? Il est revenu quelques semaines beaucoup plus tard. Les choses s'étaient calmées. Il avait même du travail, de nouveau, dans son atelier de tailleur. Il avait du travail. Et quand il nous a rejoints à Marseille, il a dit à ma mère, écoute, il se voyait pas du tout repartir en France, recommencer, etc., partir à zéro. Et là, il a dit, écoute, tout est calme. J'ai du travail. Et il a dit oui. Et il a dit à ma mère, viens. Ma mère a dit non, sans les enfants. Donc, nous sommes restés. La famille a explosé. Mon père est retourné en Algérie avec ma mère et moi, j'ai suivi ma sœur aînée qui était mariée à ce moment-là avec une autre sœur cadette. Je me suis retrouvé à Paris. Nous étions 4 dans une seule chambre qui avait été réquisitionnée par la France, toutes ces pièces, etc., pour accueillir les 1 200 000 pieds noirs qui arrivaient brutalement. Nous étions 4. Nous, ma sœur et mon beau-frère dormaient sur le sommier et le matelas était mis par terre et ma sœur et moi, nous dormions par terre. Et c'était pendant 3 mois, j'ai connu ça, avec un état dépressif, parce que personne ne s'occupait plus de moi, personne. Tout le monde était pris. C'est-à-dire la solitude, dans la première partie de l'émission, vous avez dit, la solitude qui ne pesait pas, qui me construisait, là c'est une solitude qui vous a abîmé. Absolument, j'étais déprimé, j'étais vraiment déprimé, j'étais à Paris, il faisait sombre. 13 ans, 14 ans ? J'avais 12 ans. 12 ans. J'avais 12 ans, c'était difficile pour moi. J'allais, en plus, j'étais considéré comme le réfugié, vous savez, on vous considère comme un pauvre.
le maître principal, je devais, quand je voulais un cahier, etc., il fallait que j'aille lui demander devant tout le monde. Il ouvrait son armoire pour me donner le cahier, pour me donner le crayon dont j'avais besoin. C'était vraiment très compliqué, très très compliqué à vivre en tous les cas. Au point que un matin, j'ai eu envie qu'on s'occupe de moi. Je suis sorti, il faisait froid, j'ai enlevé la veste, j'ai enlevé ma chemise parce que je voulais être malade. En me disant, si je suis malade, ils vont s'occuper de moi. Mais bon, je suis pas tombé malade, bien évidemment. Mais c'est le professeur principal qui s'est rendu compte que ça n'allait pas. Et alors, il est venu vers moi et il m'a mis devant et il m'a mis à côté de son fils. Et son fils m'a amené justement vers les scouts de nouveau. De nouveau. Et j'ai fait mes premières sorties avec les scouts parisiens en tous les cas. Combien de temps à Paris alors ? Alors, je suis resté 3 mois à Paris. Et après ça, retour à Oran ? Exact. Ma mère est revenue en disant tout va bien, tout est calme, on retourne. Alors je suis allé voir. C'est une sacrée famille tout de même. Oui. Alors je suis allé voir le professeur principal. Je dis monsieur, je rentre chez moi. Alors il me dit non, tu peux pas rentrer chez toi. L'école elle est pas finie. Je dis ah si monsieur, je rentre chez moi. Et chez moi, c'était Oran. C'était Oran et pas du tout chez moi à Paris. Alors, racontez-nous, parce que je voudrais qu'on aille, mais c'est court, une heure, hein, oui. Une heure avec. Racontez-nous ce fameux... Vous aviez 15 ans, on vous pose la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Et vous répondez, médecin urgentiste. Alors, médecin. J'ai dit médecin. Médecin. Oui, médecin. Et pourquoi ? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. C'est devenu très, très spontané. Parce que papa est ailleurs, maman n'est pas médecin, donc c'est pas un atavisme familial. Pas du tout. J'ai dit, je serai médecin. Plus tard, je serai médecin. C'était vraiment quelque chose qui était vraiment très, très fort en moi. Et j'ai dit, je serai médecin. Mais dès l'instant où je l'ai dit, c'était devenu une véritable obsession. Je donnais du sens au même temps au travail, à mes études. J'ai donné du sens au point tel que j'ai eu le bac, mais le bac était à Orange, au lycée français. Le bac était littéraire. Je voulais faire médecine, donc j'ai demandé à redoubler. Pour faire maths LM, comme on disait à ce moment-là, c'est-à-dire de faire des maths, quoi. Voilà, c'était de faire des maths. On m'avait donc supprimé, comme j'avais déjà le bac littéraire, on m'avait supprimé toutes les d'autres matières, les autres matières littéraires, etc. Histoire, géo, j'avais plus rien. J'avais que les matières scientifiques à passer. Et même, je me suis payé le culot parce qu'il me fallait de l'argent, de demander au proviseur si je pouvais être pion. Et il m'a dit oui. Et donc, je me suis retrouvé l'année suivante en auditeur libre, où j'étais en sciences expérimentales, en sciences ex. Je gardais mes propres camarades de classe dans le dortoir. et je les faisais rentrer, d'accord ? Ils rentraient, ils se mettaient devant leur box, et quand j'avais le silence, je disais, bon, vous pouvez rentrer. Et j'avais 18 ans, certains en avaient 20, et quand ils parlaient de moi au proviseur ou au censeur, ils disaient, Monsieur Pitti. Et donc, j'essayais de me faire pousser quelques poils pour essayer d'être un peu plus vieux. Mais cette deuxième année m'a permis de mettre de l'argent de côté, que je n'avais pas. Et puis ensuite, je suis rentré en France, je suis allé à Nice. Comment les parents ont réagi à l'idée que leur fils devienne médecin ? Ma mère, qui était au même temps très angoissée, etc., de la vie, elle n'imaginait pas que je puisse avoir cette ambition. Elle me dit, mais pourquoi pas histoire-géographie ? Tu aimes bien ça, l'histoire ? Pourquoi tu ferais pas de l'histoire, comme ça tu serais prof ? Et j'ai dit, non, je serai médecin. Mais en tout cas, ils ont accepté. Je crois que je ne leur ai jamais demandé, y compris de décider, par exemple, de faire une année suivante. On ne s'intéressait pas du tout à mes notes, ça se passait bien. Voilà. Nice, j'ai entendu parler. Donc, les études de médecine, c'est à Nice ? À Nice. Et financièrement, vous arriviez à vous en tirer ? C'est les parents qui prenaient ? C'était une bourse ? C'était comment ? C'était rien du tout de la part de mes parents. C'était vraiment moi. Donc, je travaillais en même temps. J'avais réussi à avoir la première année ce qu'on appelait une bourse d'honneur. C'est-à-dire que l'État m'avait octroyé, c'était pas une bourse, c'était un prêt d'honneur. Ça s'appelait un prêt d'honneur à l'époque. Et j'avais ça, plus l'argent que j'avais mis de côté comme pion. Donc j'avais ça. Mais vous avez galéré ? Ouais. Vous avez galéré au point de vue... Beaucoup. Oui, beaucoup. Et compris, plusieurs fois dans votre histoire, on voit, vous avez eu faim. Là, vous avez eu faim pendant les études de médecine. Arrivez à vous nourrir. Alors, je dirais pas que j'ai eu faim, mais parce que je me contentais de ce que je mangeais. Mais c'était compliqué, c'était difficile pour moi. À la fin de la première année, je me suis retrouvé comme pompier volontaire
parce que j'étais à ce moment-là, ils avaient besoin de pompiers volontaires. Et donc, je me suis retrouvé pendant 3 mois chez les pompiers de Nice pour aller éteindre les incendies de forêt. Et gagner un peu sa vie. Et surtout être nourri, logé et un peu d'argent. Et c'est Raphaël Pitti, médecin urgentiste, qui est mon invité aujourd'hui. On n'a pas encore parlé de Gaza, on n'a pas encore parlé de l'Ukraine. On a parlé de son histoire et il accepte de jouer le jeu de cette émission 1 heure avec. On voit toute l'histoire d'un homme avec sa famille, ses 3 sœurs, son papa, sa maman, la guerre, le terrorisme, la haine, de l'amour qui pointe ici ou là à des galères, et puis une volonté, un homme qui se construit et qui est à Nice pour ses études de médecine. Juste après de prendre toute la carrière médicale et puis les événements importants qui ont marqué de votre vie après. Juste un mot. Pourquoi Only Time ? Pourquoi avoir choisi ce deuxième morceau de musique quand Fabienne, qui produit l'émission, vous a dit « Allez, envoyez-moi 3 morceaux de musique ». Vous avez choisi celui-là. Alors, c'est un moment très important de ma vie. Très, très important. Enya, c'est la guerre du Golfe. Donc, ensuite, à la fin de mes études, bien évidemment, se posait la question de savoir pour moi où est-ce que j'allais... Alors, mon premier choix avait été plutôt de faire de la néphrologie. Ça veut dire les nerfs ? Non, les reins. Les reins. Et j'étais plutôt orienté néphrologie. J'étais en train de terminer le cursus pour être néphrologue. Et mon patron me dit un jour, écoute, il y aura peut-être un poste pour toi à Saint-Étienne. Il y a un nouveau service là-bas, si tu veux. Il est pour toi, ce service, si tu veux. Donc, je suis allé en direction de Saint-Étienne. J'ai fait, sur la route, je me suis arrêté, je me suis posé la question, j'ai dit, c'est ce que tu veux ? Non. Alors, n'y va pas. Et donc, j'ai fait demi-tour. J'étais pratiquement à 1 heure de Saint-Étienne. J'ai fait demi-tour, je suis rentré à Nice, j'ai vu mon patron, j'ai dit, non, ça va pas, monsieur, c'est pas ce que je veux faire. Je préparais ma thèse, qui était une thèse de néphrologie. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire ? Je lui ai dit, écoutez, monsieur, je vais suspendre mon sursis militaire, je vais aller faire mon service militaire et puis après, je verrai. Parce que pour l'instant, je ne sais plus où je vais. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Comme j'étais néphrologue, je suis parti, on m'a envoyé à l'hôpital de Toulon, à Sainte-Anne, dans le service de néphrologie, puisque j'étais en train de terminer le cursus comme aspirant. Et en même temps, le service de néphrologie était couplé avec le service de réanimation. Et le patron s'appelait Kermorgan, professeur Kermorgan. Et à un moment donné, je dis à Kermorgan, écoutez, monsieur, non, c'est pas la néphrologie, mais maintenant, je comprends que c'est plutôt la réanimation, c'est ce que j'aime. J'aime l'urgence, j'aime ça, j'aime être confronté à ces situations graves, etc. Et ben, il me dit, pourquoi tu restes pas dans l'armée, alors ? Et c'est comme ça que j'ai passé le concours de l'armée. Et c'est comme ça que je suis resté dans l'armée, que j'ai fait carrière dans l'armée. Mais c'est une urgentiste, c'est dans l'armée pour accompagner les troupes. Alors, c'était, dans un premier temps, c'était assez... Parce que vraiment, je crois que mon chemin a été quelque part tracé. Et à chaque fois qu'il y a eu une situation d'interrogation pour moi, il y a eu quelqu'un qui était là et qui m'a dit « pourquoi pas ?» D'accord ? Et cette personne était au bon moment, au bon endroit pour m'aider. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites un chemin tracé ? Vous croyez en quoi ou en qui quand vous dites ça ? Écoutez, vraiment, je pense, et maintenant je le vis d'une manière très profonde, c'est vraiment d'essayer de trouver ce pourquoi nous sommes faits. C'est-à-dire de savoir développer sa vie intérieure. Voilà. Je pense que depuis ma naissance, etc., c'est cette solitude qui a été la mienne. Ce que vous racontiez au tout début de votre histoire. Oui, absolument. Je pense véritablement qu'il est très, très important. Bien évidemment, on est marqué par son milieu, on est marqué à la fois par ses rencontres, on est marqué, etc. Mais tout ça, au fond, nous détourne de ce que nous sommes véritablement. D'accord ? Parce que, bien évidemment, enfant, comment peut-on remettre en cause le fait qu'on vous dise « Ah, toi, tu sais pas faire ceci, tu devrais plutôt faire ça, tu es bon pour ça, etc. » Et en fait, vous suivez ce que les autres vous imposent à vous-même. Et là, on finit par étouffer en vous ce que vous êtes réellement. Parce votre milieu vous impose quelque chose. Votre milieu, les gens autour de vous... Est-ce que vous voudriez dire, mais peut-être pas ça, que c'est une vocation ? Un appel, oui. Chemin tracé. Oui, mais bien quand évidemment. vous parlez comme ça, j'essaie d'entendre. Oui,
Vous avez raison de l'entendre comme ça, d'une certaine manière de l'entendre comme ça. Nous sommes la phrase que j'ai le plus souvent maintenant, c'est si je ne vis pas ma vie, qui la vivra pour moi? Or, ma vie, qu'est-ce que c'est? C'est celle que j'ai en moi-même, pas celle que m'imposent les autres. Est-ce que vous avez regretté d'avoir fait demi-tour et pas avoir été à Saint-Étienne? Est-ce que vous regrettez d'avoir choisi l'urgence? Est-ce que vous regrettez? Non, rien. Je n'ai aucun regret. Vous dites comme Piaf, je ne regrette rien. Non, je n'ai aucun regret, je n'ai aucune nostalgie. J'ai vécu de manière très profonde chaque partie de ma vie et je les ai vécues totalement. Le temps de fonder une famille? J'ai fondé une famille avec 5 enfants. Et ça a été après ça un déchirement de se dire je fonde une famille, mais on a entendu parler de la guerre du Golfe. Certains qui vous connaissent avant que vous soyez rentré dans le studio savent que vous étiez à Gaza il y a très peu de temps. Est-ce que ça veut dire que être médecin urgentiste, être dans l'armée, ça veut dire que c'est tellement dur que ça fait hésiter pour fonder une famille, devenir papa? Épouser et devenir papa? Non, ça n'a pas été dur. Ça faisait partie un peu du chemin qui était le mien en même temps, d'une rencontre, etc. Mais c'est vrai, peut-être que j'ai pas été aussi présent que j'aurais dû être pour mes enfants. Les enfants leurs proches? D'une certaine manière, peut-être sans le dire, oui, peut-être je le sens. Oui, alors là, c'est pour ça qu'il y a la chanson d'Enya en 1990. Qui a été très marquante pour moi, parce que je me suis retrouvé dans le Golfe pendant 6 mois. Pendant 6 mois, nous étions en plein désert, avec une promiscuité très très importante, sans rien faire. Nous ne savions pas, il fallait attendre que les Américains donnent le feu vert pour l'attaque terrestre. Et pendant ce temps, c'était essentiellement des bombardements, etc. Mais nous, dans le désert, nous étions complètement isolés. Et c'était extrêmement difficile. Les enfants étaient petits. Et d'un seul coup, j'ai réalisé que j'allais mourir, que je pouvais mourir, parce qu'on nous disait que nous allions affronter une des armées les plus importantes du Moyen-Orient, à cette époque, l'Irak, que le taux de perte que l'état-major français envisageait, c'était 10% le premier jour, 7% le deuxième jour, 3% le troisième jour, et que c'était essentiellement une guerre chimique qui serait utilisée, etc. Donc, il y avait une pression très très forte au même temps sur nous. Nous ne faisions rien. Je suis arrivé au mois de novembre et j'ai quitté au mois de février 91. D'accord ? Pendant toute cette période, c'était une période dans le désert. Le désert. Est-ce que ça veut dire qu'on a retrouvé autrement la situation du gosse de 12 ans que vous avez évoqué avec la déprime? Alors, c'était pas pour moi une déprime à ce moment-là, c'était une colère, profonde colère, de m'être laissé piéger, d'être comme une espèce de lion en cage qu'on a enfermé, et je me disais, mais j'ai pas envie de mourir pour le pétrole américain. J'ai pas envie d'aller mourir pour le Koweït et pour le pétrole. Il n'y a aucune raison que je donne ma vie et que j'abandonne mes enfants, etc. pour ça. Mourir pour ça, ça n'a pas de sens. Et ça ne vous a pas fait démissionner et autour de la guerre du Golfe dire j'arrête tout? Non, pas du tout. Pourquoi ne pas arrêter à ce moment-là? Alors, parce que il y a eu effectivement ce qui s'est passé juste la veille de la partie terrestre, où on nous avait donné l'ordre de tout rempiler et de partir vers la frontière irakienne. Et j'étais pendant 6 mois dans une colère profonde. J'en voulais à Dieu, j'en voulais de m'être là. Vraiment, j'étais très très en colère. Et le soir, je courais dans le désert, et vraiment, je me disais, c'est insupportable pour moi de mourir ici dans ce désert. Et il s'est passé quelque chose de particulier. Il se trouvait que les Saoudiens m'avaient donné une ambulance 4x4 qui me servait pour faire les urgences sur le camp français. Et je suis parti avec cette ambulance 4x4, et j'en avais fait mon camping-car. Donc les autres étaient dans les véhicules de l'armée française, et moi je me promenais avec un véhicule 4x4 dans lequel il y avait tout. J'avais un petit frigidaire, je pouvais écouter les CD, j'avais à l'arrière, quand je m'arrêtais, je dormais bien évidemment sur mon brancard à l'arrière, et donc j'étais parti comme ça. Les Saoudiens iraient en Irak leur chercher leur ambulance, et je suis parti avec. Et on est arrivé à la frontière, on nous avait donné l'obligation le lendemain matin à 6h de nous mettre en convoi parce que nous allions pénétrer en Irak. Voilà. Et on savait éventuellement que c'était difficile, que ça pouvait être difficile. Je me suis couché à 6h du matin, la garde tape à ma vitre pour que nous prenions le traitement préventif contre le gaz sarin, contre le neurogène.
Donc j'ai pris mon comprimé, je me suis rallongé de nouveau, et là, j'ai eu un sentiment de paix qui m'a envahi, vraiment très fort, très très fort, comme je le dis, comme si je déposais un sac. Voilà, comme si j'avais porté un sac très lourd pendant tout ce temps, et que là, je le déposais. Et je me suis senti très allégé, et avec un sentiment de joie. C'est-à-dire que la notion de mort ne m'est pas apparue comme une finalité, que j'avais qu'à me laisser porter, que j'étais tout à fait tranquille, j'ai été très joyeux, ça n'est pas une affaire mystique ou un truc comme ça, c'est un sentiment qui m'a envahi. Je me suis rendormi, le lendemain matin, j'ai pris mon véhicule, je suis parti, je me suis mis dans le convoi, j'ai mis Enya à fond. Les jeunes de l'antenne, les infirmiers, m'avaient fait découvrir Enya pendant cette période-là. J'ai mis Enya à fond et je suis rentré en Irak. Et ce sentiment-là ne m'a jamais quitté. Et ce sentiment m'a donné le sentiment qu'il fallait que je remette les choses en ordre dans ma vie, y compris les rapports avec ma femme, etc. Que tout ça, que j'avais peut-être un peu vu les choses d'une manière un peu égoïste, et il fallait remettre tout ça au clair. Comment votre famille, à votre tour, a accueilli ce retournement ? Alors, bien évidemment, les enfants étaient encore petits, donc il fallait laisser les enfants. Sur le plan du travail aussi, revoir un peu la manière dont, remettre un peu un certain nombre de choses à leur place. C'est ce que j'ai fait. Et puis, j'ai attendu que tous les enfants partent. Ma femme voulait absolument avoir une maison. Elle a eu sa maison. Et puis ensuite, bien évidemment, j'ai pris... À ce moment-là, j'ai quitté l'armée. Là, et puis nous nous sommes séparés avec mon épouse tranquillement. On passait Noël encore ensemble avec les enfants, etc. Et nous nous sommes séparés il y a maintenant plus de 15 ans, de manière à ce que chacun retrouve l'équilibre qui était le sien, enfin, qui me paraissait. C'était vraiment très très important de se rendre compte que nous n'étions pas sur le même chemin, à plus d'un titre. Voilà. Et par contre, ça a approfondi personnellement pour moi ma vie intérieure, oui. Il y a eu, j'aimerais bien continuer sur cette vie intérieure, et puis vous y reviendrez peut-être avec les réactions des deux jeunes qui sont dans le studio. Juste avant de réécouter le troisième morceau que vous avez choisi, juste avant cela, un événement depuis la guerre du Golfe, que ce soit comme médecin urgentiste ou autre, vous dites c'est trop bête de ne pas le partager avec les auditeurs de Fadjet. Un événement, que ce soit à Gaza, que ce soit en Ukraine, ou que ce soit autrement que sur ces théâtres d'opération, de votre vie de famille, de votre vie amicale, de votre vie intérieure. C'est un événement, vous dites, allez, c'est trop bête que je quitte ce studio sans avoir raconté cela. Il y a ces rencontres, et une des rencontres qui m'a profondément marqué, c'était, j'avais choisi à l'issue de ce qu'on appelle l'école d'application de la marine, c'est-à-dire comme j'étais marin, il se trouve que il fallait donc que je sois formé aux pathologies propres à la marine, en termes d'aptitude, etc. Donc ce qu'on appelle l'école d'application de la marine. À l'issue de cette école d'application, nous sommes classés, puisqu'il y a un examen terminal, et on choisit son affectation. Je ne sais pas là aussi pourquoi, parmi les postes qui étaient offerts, il y avait commando marine, apte plongeur, apte parachutiste et volontaire 6 mois de Djibouti. Je n'étais pas marié à l'époque, je ne savais pas du tout ce que c'était les commandos marines, les bérets verts. J'ai dit je veux ça. Et je suis parti chez les commandos. Et là, ce dont j'avais besoin, c'était de récupérer, de me réintroduire dans mon corps sur le plan physique, et de me rééquilibrer. Pendant toutes ces années, j'avais été un pur intellectuel, mais je n'étais pas du tout un physique, dirons-nous. Et il était important de rentrer de nouveau dans mon corps. Et le stage commando et les commandos marines ont été une extraordinaire école, justement, pour moi, de rééquilibrer cette confiance en soi. Et ça a été un moment très, très important. Et durant la période des commandos, à Djibouti, une sœur exceptionnelle. Voilà, nous sommes en direct. Si vous avez pris l'émission en cours de route, c'est Raphaël Petit, médecin urgentiste, qui est mon invité. Il vient de
parlé avec tellement de simplicité et de cœur de son histoire, sans forfanterie, sans en rajouter. Il n'a pas eu le temps de tout dire. J'ai pas eu le temps de lui poser toutes les questions que je souhaitais lui poser. Mais il sait que c'est plus à lui la parole tout de suite. Là maintenant, c'est à toi Mathéo, puis après à toi Bérénice. Mathéo, t'as écouté depuis le début ton coup de cœur, ton coup de gueule, tes questions. Qu'est-ce que tu as envie de dire à la fin de cette émission? Bonsoir à tous. Alors, pour moi, c'était une très grande expérience et merci beaucoup, Père Guy, de m'avoir invité. J'avais juste une question pour Raphaël Pitti. Vous avez parlé de cette volonté de se trouver soi-même, cette volonté d'aller pour une finalité. Je voulais juste vous demander, est-ce que vous pensez que vous l'avez trouvé maintenant? Pas tout de suite. Il entend la question, mais on laisse la parole à Bérénice. Pareil, bonsoir à tous et pareil, je vous remercie pour cette interview parce que je trouve que votre parcours est assez inspirant. Donc voilà. Et question ou réaction que tu as, est-ce qu'il y a quelque chose que tu retiens tout particulièrement de ce que Raphaël Pitti a pu dire? J'avais plutôt une sorte de question-réaction. Notamment, vous disiez qu'à partir de 15 ans, vous vouliez être médecin. Et justement, vous avez mis tous les moyens en place, notamment en devenant pompier, en devenant pion, en redoublant même votre bac pour faire maths. C'est assez inspirant. Enfin, même pour les éditeurs qui nous écoutent, je pense, de voir que quand on veut vraiment quelque chose, on sait mettre les moyens en place. Voilà, vous avez double réaction. À vous de réagir sur la réaction, Raphaël Pitti. Oui. Alors, peut-être à Mathéo d'abord, bien évidemment. La musique que l'on vient d'entendre, c'est la musique de Mission. Cette partie que nous venons d'entendre s'appelle... Mission, c'est un film. Hein, c'est un film. Oui, c'est un film. C'est l'histoire de jésuites d'une mission. En Amérique latine, en Amérique latine, au Brésil plus exactement, etc. Et cette partie-là de cette musique, et je vous invite à voir le film, ça s'appelle « De la terre au ciel ». De la terre comme au ciel, pardon. De la terre comme au ciel. Et donc, véritablement, je crois que quand on trouve la source même de ce qui nous constitue, notre âme, bien évidemment, bien aimé, quand on la trouve, bien évidemment, alors je pense vraiment, vraiment, vraiment que l'on est en adéquation avec soi-même, en même temps, d'une manière qu'on retrouve sa propre liberté, puisque je sais qui je suis, ce qui me constitue, quelles sont les valeurs, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, que les autres, etc. Et donc, je vis pleinement ma vie. Et en vivant pleinement ma vie, je pense que quelque part, et puisque nous sommes sur une radio chrétienne, d'accord, c'est vraiment sans quoi le Christ nous apprend, d'accord, à trouver en nous notre propre liberté intérieure et de le suivre. Parce que si lui s'est incarné, lui, Dieu, s'est incarné en homme, alors nous, hommes, nous pouvons nous incarner en Dieu. Et en ce sens, nous sommes des dieux à notre tour. Donc on est bien de la terre au ciel. Et qu'à ce moment-là, on se réalise complètement. Et donc notre but de notre vie, c'est d'arriver à nous réaliser nous-mêmes profondément. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je veux? Où je veux aller, quels sont les moyens, c'est ce que disait Bérénice tout à l'heure, quels sont les moyens que je vais me donner, etc., pour réussir cette vie, parce que je n'en ai qu'une, et que je suis un être singulier sur cette terre. Avant moi, il n'y aura pas un deuxième Mathéo comme moi. Ça n'existera pas. Je suis singulier. Alors, il faut que je la réussisse, cette vie. Sinon, à quoi ça sert? Plusieurs fois, vous avez insisté dans l'émission pour dire... Attention, on n'est pas sur des rails, si j'ai bien entendu, hein, on n'est pas sur des rails, et il faut pouvoir choisir. Vous venez de le redire, et à Bérénice et à Mathéo. Oui. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes laissé prendre par des rails? Oui, bien sûr. C'est d'être très prudent de cela, parce que c'est la facilité en même temps d'être sur des rails, on se porte qu'on est passé. La vie, c'est vraiment être dans un fleuve. Voilà. Et si possible, être au centre du fleuve, de se laisser traverser par cette vie-là. Mais quand on regarde un fleuve, il y a des moments où il y a des chutes, il y a des moments où il y a des rochers, il y a des moments où c'est plat, où le courant est moins fort, etc. Mais ça, on est dans la vie nous est donnée. Nous la recevons, cette vie. Elle apparaît comme ça un jour et nous y sommes dedans. Si on refuse justement d'être porté par cette vie et d'accepter tout ce qui nous arrive, parce que tout ce qui nous arrive nous enrichit. Ce sont des épreuves, ce sont à la fois des expériences que l'on fait, elles sont bonnes, mauvaises, mais qu'importe. Ce sont des expériences qui nous enrichissent. Est-ce que vous regrettez, vous,
d'avoir été tout dernièrement dans ce autre théâtre d'horreur dont on n'a pas parlé, Gaza. Non, pas du tout. C'est vraiment de la même façon que je suis allé pratiquement sur tous les théâtres de guerre que notre pays a traversé, que ce soit en Afrique, par exemple, dans les guerres au niveau du Tchad, interethniques, etc., partout. Je suis allé. Ce qui me porte, c'est justement, par mon métier, d'être près de ceux qui sont dans la souffrance, de ceux qui sont innocents et qui subissent la violence que les hommes leur font subir. Ce sont ces femmes, ces enfants, ce sont ces gens. Là, j'étais en Syrie 35 fois, je suis rentré clandestinement en Syrie, et j'ai vu la souffrance de ces populations en Ukraine, à l'est dont je rentre, à Gaza maintenant, une population qui en enlève la nourriture, on enlève l'eau, on enlève la dignité humaine, et ça, bien évidemment, ça me porte et je veux être témoin de ça. Merci Raphaël Pitti.